propose de faire un peu un débriefing sur le thème de qu'est-ce que vous avez pensé du scénario avec, on va faire ça mais un peu méta. Est-ce que vous avez l'impression de jouer, enfin est-ce que vous avez l'impression que l'Aelite s'est bien intégré à Shadowrun quelque part? Est-ce que par contre jouer à Shadowrun dans un métaplan qui aurait pu être écrit par un super américain, un peu comme les métaplans qu'on avait dans Harlequin's Back? Alors juste pour l'auditeur potentiel, pour ceux qui savent pas, il y a une campagne d'Harlequin qui est publiée en français, qui est encore dispo en PDF chez Black Book, qui s'appelle Harlequin's Back, la seconde moitié de la campagne, qui est en fait une quête métaplanaire où les personnages vont dans les métaplans et traversent des mondes un peu étranges. Donc est-ce que vraiment, voilà, ou est-ce qu'à l'inverse vous avez plutôt l'impression de jouer à l'élite avec la de Shadowrun, quoi? Alors je sais pas si vous connaissez l'élite, mais voilà, donc voilà, feedback, qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça? Je sais pas qui veut parler en premier. Moi, je trouve que ça s'est bien intégré. Enfin, on n'a pas vu la différence. Bon, ça change des immeubles, des machins, etc. Mais concrètement, dans l'ensemble, moi, ça a bien dépaysé. J'étais content, quoi. En termes de d'équerre, j'ai l'impression que c'était là aussi que ça se rapprochait peut-être le plus de Shadowrun, du fait qu'il y ait une matrice. Au départ, quand on a commencé, je me disais que non. Et je me disais qu'il allait falloir transformer mon deck en quelque chose d'autre. Et donc j'avais vu qu'on était en narration partagée, j'avais commencé à imaginer des trucs, des petits appareils un peu steampunk, genre mini-drones à vapeur qui se baladent et qui vont récupérer des trucs ou je ne sais quoi. Ah, ça c'est marrant, enfin, je vais répondre à ça parce que c'est une idée marrante, après on passera à toi, Enkidu, je t'ai pas oublié. Parce que ça c'est intéressant, c'est qu'en fait, moi du coup, je savais que j'allais faire ça, donc j'ai pas du tout pensé à ça, et j'avais jamais réfléchi au fait de dire qu'un decker que tu jetterais dans un monde sans matrice pourrait en fait réinventer son personnage autrement que, il y a une forme de matrice. C'est intéressant comme approche, effectivement, j'avais pensé à ça. Je vais recommencer sur la matrice plus tard, je vais laisser parler Nox d'abord. Non, bah justement, là, le côté adaptation est intéressant, les drones qui deviennent des animaux, machin, etc. C'était pas mal. En effet, sur la matrice, j'avais aussi des questionnements et un technomancien qui arriverait là, sachant pas ce qu'aurait pu être la matrice, qu'est-ce que seraient ces sprites. Enfin, donc là, c'est vrai qu'il y a pas mal d'interrogations, mais là, ça s'intégrait bien. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le côté en miroir, c'est-à-dire on a repris des poncifs on a repris les poncifs du jeu de rôle médiéval fantastique. Il y a l'auberge, il y a les trolls, il y a machin. On a remis ça dans les poncifs de Shadowrun. Et en fait, ça faisait un peu les caricatures qui se répondent, mais qui se mêlaient bien au final et qui donnent un sel particulier. Donc, on avait la structure d'un run. On avait en face, en plus, des gens d'une corpo, mais on était dans un terrain un peu différent. Mais au final, ils ont un underground de Barents aussi. Il y a des clubs, il y a des endroits un peu louches. Voilà, c'est l'auberge en même temps. Voilà, donc tous ces grands classiques du jeu de rôle qu'on retrouve à travers différents mondes, à travers différentes époques, viennent au final plutôt très bien s'intégrer. Ouais, c'est ça que c'est un truc qui est assez marrant. En fait, moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup la Elite. En fait, je pense que, alors ça c'est même ma vision personnelle, c'est que la Elite, ça a quand même été écrit à l'époque de gloire de AD&D. Et pour ceux qui ont joué à AD&D, c'est pas mon cas, mais j'ai des copains qui y ont joué. À AD&D, tu jouais un voleur. Le voleur, c'était la classe ultime. Tout le monde faisait des voleurs, c'était vraiment le truc où tu faisais. La campagne d'AD&D par défaut, c'était une guilde de voleurs. Et en fait, c'est une ville qui est très voleur, en fait. Elle est conçue pour ça. Elle est conçue pour qu'il y a plein d'organisations qui se mélangent. Elle a vraiment ce ton-là un peu AD&D, hein, donc, à l'époque de AD&D. Et en fait, finalement, une guilde de voleurs, entre une guilde de voleurs et un groupe de Shadowrunners, on est quand même dans le même monde, quoi. Il y a quelque chose d'assez similaire. Donc, il y a une symétrie qui se fait assez naturellement entre les deux mondes. Et puis, tu as aussi un côté... alors, je vais revenir sur la matrice en parlant de ça, alors, sans tout spoiler, hein, je m'excuse pour ceux qui écoutent le podcast et qui n'ont pas lu la Elite, mais en fait, la Elite, il y a un aspect science-fiction dans la Elite. Il faut savoir quand même qu'un des scénarios du recueil de Denis Beck, il y a un voyage dans le temps. Donc, et il y en a un autre qui commence par un vaisseau spatial qui s'est écrasé, et les personnages montent dans le vaisseau spatial et puis il se passe des trucs, quoi. Donc, il y a un côté SF en fait à la Elite, c'est ça qui est assez marrant dans l'univers. Et aussi, alors il y avait un côté, il y a un truc amusant pour ceux qui connaissent bien les jeux de rôle de l'époque. Je sais pas si vous connaissez Méga ou Méga 3 ou Méga 4 ou Méga 5, le jeu de rôle de... C'est pas Gizerix qui a fait, c'est Gizerix qui avait fait Méga, non je me trompe. En gros dans Méga vous voyagez dans différents plans ou dans différentes dimensions parallèles et vous voyagez par un tétraèdre. En fait, il faut savoir que sous le palais du roi Dieu, il y a un tétraèdre. Donc il y a un petit clin d'œil comme ça à Méga, etc. Donc il y a un petit côté science-fiction, et en fait, donc là ça revient avec la matrice. La matrice que j'ai décrite, en fait, j'ai décrit de version matrice à la Shadowrun, mais en fait c'est une matrice bizarroïde, et dans le background de la Elite, ça s'appelle l'Elite Oracle. Ils ont un rôle dans la ville.
Là encore, je vais spoiler un peu, mais en fait, la raison pour laquelle le plan de MCT s'est cassé la gueule, c'est qu'en fait, le Littoracle a veillé à ce que ça se casse la gueule. Parce que le Littoracle, en fait, il voit un peu tout ce qu'il y a dans la élite, il est conscient de choses. Et en fait, il s'est arrangé pour que les choses se passent mal pour MCT. Et en fait, ouais, donc, du coup, il y a tout ce réseau-là. Et en fait, alors, l'idée d'avoir une matrice dans un métaplan, pour le coup, elle n'a pas de moi du tout. Elle vient d'un supplément anglais qui s'appelle Court of Shadows de Shadowrun 5. Qui a eu cette idée brillante de dire on va un peu détailler la cour des fées dans Shadowrun, le métaplan de la cour des fées, quoi. Donc c'est vraiment un guide de settings, complet pour aller dans le métaplan dans la cour des fées. Donc la cour des fées, on en parle beaucoup dans Shadowrun pour ceux qui ont lu Tirtengir, ou alors Shirshengir si vous pensez à l'elfique, pour ceux qui ont lu Tirnanog. Et ben on mentionne qu'il y a un métaplan avec Brocéliande, il y a un métaplan avec la cour des fées, compagnie. Et en fait, donc en faisant ce guide, ils se sont quand même posé la question de la matrice et ils ont eu l'idée de dire, en fait, les fées, ils ont des comlinks. Mais alors, c'est pas des comlinks, hein, c'est des humains esclavagés aux elfes, enfin aux fées, parce que pas vraiment des elfes, dont on a un peu nettoyé le cerveau et les elfes se servent de leur cerveau pour stocker des informations. En fait, ça fait des comlinks, ça s'appelle des comédae. Et en fait, on peut, en tant que décaire, tu peux pirater des comédae. Donc, t'arrives dans la cour des fées, t'as pas de matrice, par contre, tu peux voir les icônes des comédae, tu peux les pirater. Alors c'est un petit peu, je veux dire, c'est presque pas forcément très bien fait, ça n'a pas été très bien réfléchi, je trouve, parce que ça réduit quand même vachement le rôle du décaire. Ah bah, s'il y a un comédae, je peux faire quelque chose, sinon je peux rien faire. Et en fait, là, ce qui se dessine, alors là je parle aussi de choses sur lesquelles je vois les freelancers aux US parler, c'est que grosso modo, maintenant dans les métaplans, il y aura quasiment toujours une forme de matrice. Et l'idée, c'est qu'effectivement, comme ça, quand tu regardes dans un métaplan, ton décaire n'a pas rien à faire, et ton ragueur va généralement s'adapter à la faune locale. Donc, effectivement, alors pareil, dans Court of Shadows, ils avaient bien couvert. Ils avaient dit, votre ragueur, il arrive, hop, son petit drone de combat MCT, c'est un chien d'attaque. Alors, pour la petite histoire, moi, dans ma campagne personnelle, le joueur qui jouait Sean Finnegan, qui est dans le scénario de la chute, qui est un ragueur elfe, qui a un Vietolf, un Ares Venture, il est rentré avec la Ares Venture entier dans le truc. Donc en fait, il est arrivé, il avait un dragon avec lui. Donc là, ça posait la règle du jeu. Voilà. Donc il allait voler avec les gardes, etc. Mais en gros, voilà, t'avais ce truc-là de dire, et en fait, ça marche bien. Ça marche bien. Et du coup, c'est vrai que ça a enlevé la problématique une problématique récurrente à Shadowrun qui est que, en fait, s'il n'y a pas de matrice, mon décaire, il sert à rien. La magie, c'est moins problématique, mais le fait est que un personnage magicien où il y a rien par rapport à la magie, il va être soit super fort, soit se faire chier. Enfin, il y a toujours ce problème d'un peu de chacun a son mini-jeu dans Shadowrun, et ça règle bien le truc. Voilà, c'était quelques commentaires que je vais faire par rapport à ça. Donc non, dernier truc, après je vous laisse la parole. L'idée des deux jeux pour l'élite qu'on a faite avec André, là, qu'on a un peu explosé ici, en fait, pour moi, tout ça, c'était de dire aux joueurs français qui n'ont pas accès à Court of Shadows, et en fait, un métaplan, on peut mettre des matrices. Et on peut s'y adapter, et ça peut faire ça, et ça peut être chouette. Parce que ça, c'est vraiment la très bonne idée de Court of Shadows, et comme il n'est pas dispo en français, comme ça, moi, la bonne idée, elle est quelque part dans un Cassius, quoi. Yes. Alors c'est marrant parce que moi, quand t'as évoqué de jouer dans la Elite, j'avais pas lu le Cassius Belli, ça, c'est sorti dans un Cassius. Ouais, au moment où on parle, je vois qu'il est enfin en boutique, oui. D'accord. Donc du coup, moi, le premier truc que j'avais imaginé, c'était qu'on allait jouer dans un Elite Cyberpunk. Ah. Parce que je savais pas que c'était un métaplan. Alors après, dès que métaplan est rentré dans le dialogue, j'ai compris que oui, métaplan, en général, justement, les métaplans sont plus axés magie et enfin, en tout cas, de ceux que j'ai vu ou entendu parler, c'était plus du Metfan, quoi, la cour des fées, etc. Mais au départ, ouais, j'avais cette idée-là, et je me disais, ça va être la Elite, cette ville massive, mais en mode Liberty City, quoi. Ouais, ça serait une autre version. Alors, ça aurait été plus de boulot. Enfin, nous, on avait dans les deux jeux qu'on a fait pour Cassius, on avait genre 5 pages, donc on n'allait pas pour pouvoir, tu vois. D'ailleurs, il y a un mec qui a dit, ouais, moi je voulais qu'il y ait des scénarios et tout. Non, nous, ce qu'on a fait dans les deux jeux, c'est juste dire, voilà, quelques idées pour dire comment tu peux aller à la Elite, et puis réfléchir à quels enjeux il pourrait y avoir dans la Elite par rapport au monde de Shadowrun. Et puis après, on a pris tous les scénarios du bouquin de base de la Elite. La Elite, c'est bourré de scénarios pour le coup. C'est un truc très chouette dans la Elite, c'est qu'en fait, déjà, chaque chapitre, alors, chaque quartier a une aventure et 3 pages d'idées d'aventure. Et à côté de ça, tu as une campagne. Donc, tu as vraiment beaucoup de trucs. Et en fait, donc, du coup, dans le bouquin base, tu as genre 5 ou 6 scénarios dedans. Et on a pris ces 5-6 scénarios et on les a retapés en mode Shadowrun en disant, en fait, voilà comment vos runners pourraient arriver dans l'histoire. Donc, l'idée était de dire, on va en fait respecter l'esprit de la Elite à base de
on est là pour jouer, quoi. Donc, l'idée que t'as, elle est hyper intéressante. T'as d'imaginer une sorte de la élite, mais avec un Y, tu vois, le Y de Cyberpunk, quoi, tu vois, avec une vision, réinventer la ville complètement à Cyberpunk, imaginer un futur, un lointain futur de la élite, tu vois, presque la élite pour Starfinder, tu vois, avec presque Spatioport en haut de c'est hyper intéressant, mais là, par contre, il faudrait plus que. Ah oui, oui. Il faudrait plus que 5 pages. Il faudrait au moins Oui, pouvoir retaper une partie de l'architecture de la ville, etc. Ça serait marrant, effectivement, d'imaginer un Lilith Y. Si jamais, allez, ça n'engage que moi, mais si jamais Pierre Rosenthal trouve le moyen de faire une réédition de Cyber Edge, qui était donc la version, le jeu Cyberpunk pour Simulacre dans les années 90, que j'ai beaucoup aimé, et ben écoute, je m'engage à essayer de faire un Lilith avec un Y. Voilà, allez hop. Voilà, si jamais quelqu'un écoute Pierre Rosenthal, écoute cet enregistrement, il veut taper à la porte de Pierre Rosenthal, voilà, la menace est faite. Non, c'est intéressant, j'avais pas pensé à ça, effectivement. Ouais. Non, parce que moi, effectivement, alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, évidemment, quand j'ai eu cette idée, enfin, je l'ai eu en voyant qu'il y avait un Lilith Cthulhu, j'avais toujours eu l'idée de me dire, putain, c'est quand même une bonne idée contre Shadows. Ce qu'ils ont donné là, c'est une super idée, il faut vraiment que les gens puissent. Enfin, le fait de le dire à haute voix, ça va donner des idées aux gens, quoi. Donc c'était vraiment ça que j'avais en tête, mais j'avais pas eu tout pensé à ton idée qui est intéressante, qui est très marrant d'imaginer. Et tu peux le faire aussi sur un forme de métaplan. Tu peux faire un métaplan qui serait une vision fantastique, enfin cyberpunk de la élite. Oui, il n'y a pas de limite au métaplan. Ouais. Et puis là, entre l'exemple de la élite, réalité la dérive qui va arriver, etc., ça donne aussi en effet des clés pour aller faire du steampunk, aller faire plein d'autres choses en fait. Ça permet de faire les métaplans qu'on veut. Hein. Avec là l'exemple de comment est-ce qu'on peut essayer d'adapter de manière plus ou moins simple, ou de manière plus ou moins originale les différents rôles. Ouais. Et ça va s'aller pour Shadowrun 6 en général, parce que le lore de Shadowrun 6 va dans cette direction. Hein. Pour ceux qui ont lu les bouquins qui sont déjà dispo en anglais, réalité à la dérive, hein, c'est très très orienté, impact de factions métaplanaires sur la Terre, pour faire hyper court. Et ça continue dans cette direction, et je ne peux pas vous le dire, mais en fait, dans 4 jours, il y a un bouquin pour lequel on peut pitcher en tant que freelancer, qui va vraiment dans cette direction. Pour lequel je ne pitcherai pas pour des raisons de temps. Mais voilà, hein, parce que genre voilà, ça suffit, genre on va déjà finir ce qu'on a à faire, n'est-ce pas, Julien? Ouais. Mais voilà, et et je trouve que pour le coup, c'est une très bonne idée de l'édition 6 de vraiment d'un peu de pas juste limiter l'univers de Shadowrun à ok, bah c'est du cyberpunk avec quelques magiciens qui lancent des boules de feu. La magie, ça reste un truc un peu, ça reste la magie, puis ça reste un peu son petit monde, la matrice son petit monde. Et alors ça, je peux peut-être le spolier parce qu'il y a quand même pas tarder à arriver, mais j'ai écrit 2 aventures dans un supplément qui s'appelle Third Parallel, où vraiment en fait la page d'accueil de la table sur laquelle on a joué, c'est l'illustration de la couverture. Les aventures qui se passent à Denver essaient vraiment de casser ces barrières-là et dire matrice, magie et plan physique, ça se mélange, il y en a un qui impacte l'autre. Et donc il y a des choses très chouettes par rapport à ça, et notamment je suis très là je vais la spoiler, mais je suis très comme j'ai fait le final, j'ai pu glisser un twist que j'aime beaucoup par rapport à ça. Juste, je précise pour les gens qui nous écoutent, quand il parle du livre, c'est en anglais. Ah, c'est une bonne remarque, effectivement. Oui, là, je parle de ça, c'est en anglais. Hein. C'est pas encore arrivé en France, malheureusement. Mais tu parles d'un nouveau truc pour Denver, ou tu parles des 3 qui sont en cours de. Non, je parle d'un autre pour Denver, en fait. Les 3 qui sont qu'on espère traduire dans le cadre d'OPV2, qui sont la campagne pour Shadowrun 5, qui s'appelle Serrated Edge. En fait, on va essayer de les traduire de manière à ce qu'ils soient disponibles quand la VF de Third Parallel arrivera. Si elle arrive à temps, etc. C'est un peu ça l'idée qu'on a en tête. Hein. Gros spoil pour ceux qui écoutent cet enregistrement. Mais ouais, donc ils ont travaillé à ça, je trouve que ça c'est assez chouette, ce côté un peu de dire de pas juste faire de pas faire ce côté un peu presque finalement je joue à Cyberpunk, sauf que ma gonzesse avec un gros flingue, c'est une elfe, quoi. C'est un peu Shadowrun c'est un peu sous-exploité l'univers, en fait. C'est ce que j'avais dit quand on était passé chez Geekpower de manière un peu caricaturale. Cyberpunk, tu es tout le temps dans Mega City One, qui est une ville sombre qui t'écrase. Hein. Shadowrun, tu peux le faire, mais tu peux faire plein d'autres choses. Il y avait plein de settings différents à travers le monde. Il y a des settings qui ont changé aussi à travers le temps. Il y a des choses qui sont un peu revenues. Mais là, ça redonne une ouverture différente pour varier tes parties, quoi. C'est ça qui est vraiment chouette à Shadowrun, c'est que tu as une variété. En fait, tu prends n'importe quelle aventure à la con typique de Cyberpunk en général. Hein. Tu sais, genre, je sais pas moi, une histoire de trafic de drogue avec je sais pas, un dealer qui bute la femme d'un flic pour se venger. Enfin, vraiment une histoire un peu.
il suffit de dire que tu dis, en fait, le gang qui dit la drogue, en fait, c'est des ghouls. D'un seul coup, ça a une tronche différente. Ah, en fait, le flic, la femme de la flic, le flic s'est buté. On va inverser. C'est le mari de la femme flic qui s'est buté. Allez, un peu de autorité. En fait, c'est une chamane Shinto qui travaille pour NeoPD. Tu vois, une mage Shinto. Et tout de suite, ça donne des couleurs complètement différentes. L'histoire prend une tronche différente, une couleur différente. Et c'est ça qui est vraiment chouette à Shadowrun. C'est vraiment cette variété qu'il y a dans le jeu, quoi. C'est vrai que ça peut paraître, comme tu dis au début, on est dans du cyberpunk et puis à côté, ma copine, c'est une mage, elle balance des boules de feu. Ça peut paraître caricatural, mais comme tu dis, ça ajoute une couleur complètement différente, surtout si t'as un peu de lore derrière, et le lore, comme tu dis, au niveau des métaplans, au niveau de la magie, il est quand même bien développé, quoi. Il est pas en retrait par rapport à l'aspect cyberpunk, géopolitique, etc., quoi. Non, clairement, c'est un aspect riche du jeu, très clairement. Il y a pas de. Mais après, c'est un aspect, c'est vrai que je trouve que le métaplaner a été pas mal poussé de mémoire autour de Harlequin's Back, la Shadowrun 2 et 3, mais avec la mort du crossover avec Hearthstone, la disparition du crossover avec Hearthstone, ça s'est un peu éteint. C'est vrai que c'était un peu disparu, et dans Shadowrun 5, il n'y a pas grand chose sur les métaplans. Sauf erreur de ma part. Si, il y a Hétérologie quand même. Il y avait le petit guide des métaplans en PDF, que je crois est un supplément Shadowrun 5. Oui, c'est un supplément Shadowrun 5. Mais il n'y avait pas eu grand chose, quoi. Et c'est vrai que dans Shadowrun 6, ils le remettent un peu plus en avant, quoi. Oui, c'est sûr que si tu prends édition par édition, alors moi je les connais pas toutes, mais moi, je le voyais plus de manière globale, quoi. Oui, d'accord. Oui. Non, je parlais plutôt en édition, effectivement, par rapport à. Après, l'autre partie de la question qu'il faudrait répondre, mais malheureusement là, vous n'êtes pas équipé pour le faire, ça serait de dire, est-ce que quelqu'un qui connaît la Elite a retrouvé la ville? C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un te dit, en fait, j'ai quand même l'impression de jouer à la Elite, ou est-ce qu'en fait, c'est mais non, mais c'était un parjure, etc. Bon, après, peut-être qu'il y aura des mails de fans de la Elite énervés qui pourront permettre de faire ce débat offline sur un médium aussi sain que Twitter ou Facebook. Voilà. Moi, j'espère que oui. Je sens que. Vas-y. Les podcasts, là, ils sont uniquement sur le site ou ils sont aussi sur YouTube ou je ne sais quoi? Ça arrivera sur YouTube à terme, pour l'instant. Non, parce que si des gens ont des commentaires à mettre sur l'élite parce qu'ils connaissent, je pense qu'il faut leur fournir un moyen de mettre des commentaires. Oui, donc, pour l'instant, ça va être déployé sur Encore et les différentes plateformes de podcast. Et dans un second temps, ce sera mis à disposition sur YouTube. Et voilà. Ouais, en fait, Julien s'est engagé à nous faire une petite moulinette qui est autant apporte de YouTube. Qui est autant apporte les sur YouTube. C'est en cours et ça fonctionne. C'est bon, ça marche? Ouais, j'attends juste des éléments de Thomas et. Cool. Donc on aura un canal YouTube avec les trucs qui se peuvent tout seul, et du coup ça se fera. Effectivement, je pense qu'il y a des gens qui. Alors ça, c'est un truc qui, personnellement, qui m'aime. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts depuis très longtemps, depuis quasiment 2002. J'écoute des podcasts avec mon téléphone. Avant, j'avais un iPod avec des podcasts, et puis maintenant après mon téléphone. Donc pour moi, le podcast, c'est vraiment un truc que tu mets dans ton téléphone et t'écoutes dans le métro. Mais en fait, il y a plein de gens pour qui les podcasts et les actual plays, c'est YouTube. C'est vrai que ça m'a toujours surpris, quoi. Moi, c'est vraiment un flux RSS, quoi. Hein? Moi, je vais te prendre un cas tout simple. Au travail, YouTube, c'est autorisé. Le reste, non. Mais c'est vraiment, il y a vraiment il y a de ça qui joue, je pense. Et moi, c'est un truc con, mais comme je passe ma vie avec un casque sur la tête, quand je suis pas en réunion, j'ai soit de la musique, soit un truc en fond, quoi. Donc, et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Ouais, non, mais après, il y a des raisons à ça, mais c'est juste qu'effectivement, du coup, voilà, ça a été demandé, il faut qu'on le fasse, mais c'est vrai que c'était pas du tout dans les réflexes. Je me suis pas dit, tiens, mais évidemment qu'il faut mettre ça sur YouTube. Bon, fin de parallèle sur le podcast. Donc, pour la Elite, dans ce rapport, on verra si les fans poussent des cris de hurlement. Moi, personnellement, je trouve que ça s'est vraiment bien marié. On n'a pas eu de mal quand, avec André, on a commencé à écrire la 2 jeux, ça s'est presque tout seul, en fait. On a commencé à faire un peu le tour de, qui pourrait être intéressé par les métaplans, mais en fait, avec Réalité à la dérive, et c'est en ça que la 2 jeux, elle est sympa maintenant. Avec Réalité à la dérive, c'était déjà écrit, en fait. Il suffit de regarder ce que je disais dans Réalité à la dérive. Donc, notamment, là, j'évoquais le fait que MCT, dans le scénario, était assez brutal dans ses rapports avec les métaplans. Ça, c'est tiré de... je crois que c'est tiré de Réalité à la dérive, ou alors peut-être de Powerplays, mais en gros, où ils expliquent bien qu'à un moment, ils disent, voilà, MCT, quand ils arrivent quelque part, quand ils ont accès à un métaplan, qu'il y a des ressources à prendre, ils les prennent, et soit ils font un deal avec les puissants locaux, mais alors, si les puissants locaux obéissent pas, bam, quoi. Et en fait, du coup, c'est comme ça que j'ai dérivé dans le 2 jeux, l'espèce de sous-intrigue sur le fait qu'ils complotent contre le roi-dieu. J'ai considéré que le roi-dieu avait dit, non, mais vous êtes gentil, la MCT, cassez-vous. Et à l'inverse, j'ai trouvé, naturellement, quand je me suis dit qu'est-ce qui pourrait intéresser la Elite, une corporation comme Wuxing,
le châtiment. Alors, un quartier maudit, c'est pour des mecs qui font du feng shui, qui gèrent le chi, c'était juste parfait, quoi. Juste ça tombait naturellement dans l'ordre des choses. Du coup, moi j'ai une question, alors peut-être parce que j'ai pas une aussi grande connaissance du lore et des métaplans que vous. Qu'est-ce que c'est pour une corpo d'exploiter un métaplan? C'est quoi les ressources que tu peux tirer d'un métaplan? Bah, c'est comme partout, en fait. Du cash. Alors, ça va dépendre du métaplan, ça va dépendre de ce qu'il y a là-dedans, mais tu peux penser à des composants magiques, tu peux penser à des paracréatures, tu peux penser à de la connaissance magique spécifique, comme là par exemple la Elite, ça a l'air d'être très en avance. Si je me souviens bien, c'est MCT qui a pillé le Team Cyan au niveau de ses ressources, au niveau des NAO. Pas d'un élément du lore sur lequel je suis pas très familier, parce que ça c'est du Shadowrun 4. Moi c'est l'époque où j'étais pas à fond, en plus c'est la fin de Shadowrun 3. Grosso modo, ouais. Mais donc voilà, mais de mémoire, c'est bien MCT, et donc voilà, c'est tout à fait dans l'optique de la Corpos, on arrive, on ramasse ce qu'il y a à ramasser pour la gloire du Japon impérial, quoi. Donc oui, c'était très cohérent qu'ils soient là et qu'ils veuillent renverser le pouvoir en place s'ils ne sont pas mis d'accord pour pouvoir tout prendre. Et quand tu dis des paracréatures ou des composants magiques, en fait, tout peut transiter d'un métaplan vers la Terre et dans l'autre sens? Si t'as un portail, oui. Si t'as un portail, ça fonctionne, entre guillemets. Sinon, il faut passer par des esprits, des choses particulières, mais en gros, si t'as un portail, normalement, tout peut rentrer de l'un à l'autre. D'accord. Alors après, dans le lore, ça n'a pas été détaillé au maximum. C'est-à-dire que les gens n'ont pas tout réfléchi à qu'est-ce qui se passe si tu ramènes ci, genre, enfin, un peu comme je disais tout à l'heure dans la seconde séance, quand je disais qu'est-ce qui se passe si un magicien se projette dans un astralement, fait une quête métaplanaire, arrive dans un métaplan, trouve un portail et revient sur Terre. Est-ce qu'il réintègre son corps? Est-ce qu'il apparaît dans le portail? Est-ce qu'il a un nouveau corps? Enfin, tu vois, bon, tout n'a pas été évoqué. Et pareil pour les ressources. Qu'est-ce qui se passe si demain une corporation découvre un métaplan de l'or et ramène 300 000 kilos d'or? Bon, le cours de l'or s'effondre, mais enfin, au-delà de ça, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que l'or, du coup, en traversant le portail, devient un métal pas précieux? Enfin, tu vois, tout ça n'est pas écrit en fait, donc ça laisse pas mal de marge aussi pour dire en fait, ça marche pas, etc. Yes. Ça me fait penser un peu au... Vous avez dû lire les Princes d'Ambre, j'imagine? Non, pas du tout, non. Ouais. Juste du jeu de rôle des années 90, mais ça m'a jamais attiré en fait. Ah non, pas lu. Mais en gros, ils ont ce délire-là que la poudre n'est pas explosif en ambre, quoi. Et donc, en fait, en se rapprochant de la ville d'Ambre, des trucs se modifient. Un peu comme quand on est arrivé dans le métaplan et que tu nous as demandé de décrire comment notre apparence avait changé, quoi. Ouais, d'accord, ok, ouais. C'est un peu ce délire-là, quoi. Je sais pas en quelle mesure c'est connu aux US, Ambre, et c'était la base d'inspiration de Court of Shadows, mais en tout cas, c'était une bonne idée pour Shadowrun. Enfin, ça a vraiment, je trouve que en termes de game design, ça a réglé quelque chose, quoi. Ça a rendu le truc, parce qu'avant, jusqu'à ce qu'ils fassent ça dans Court of Shadows, très clairement, les quêtes métaplanaires, c'était vraiment conçu pour un truc. Tu fais un scénario solo avec ton joueur qui est magicien, quoi. Enfin, c'est pas un truc de groupe du tout, quoi. Avant, oui, ça clairement. Et même pendant, il y a eu la même réflexion qui a été faite, ou la même idée qu'il y a eu dans Shadowrun 5 avec Data Trail, de dire les fondations, les fondations de la matrice, c'est un truc où tu vas en groupe. Ils ont aussi réfléchi à dire qu'il faut pas en faire un nouveau truc que pour Decker. C'est un peu la même idée qu'il y a eu. Et du coup, c'est vrai que c'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même mieux de pouvoir un peu impliquer tout le monde. Et moi, après, les fondations, j'ai des gens qui adorent ça. Hein. Dès que je sors des fondations, même parfois, ils vont un peu. Ils sont un peu. Les mecs, c'est supposé être dangereux, n'y allez pas pour vous faire plaisir, quoi. Et au passage, moi, je me sers beaucoup des fondations pour faire rejouer des trucs. Je le dis à haute voix pour ceux qui écoutent le podcast et qui n'auraient pas eu l'idée. Enfin, moi, j'ai fait rejouer l'archéologie dans son fondation. J'ai fait récemment rejouer Chicago sur une fondation. C'est-à-dire qu'en fait, les PJ sont rentrés dans les fondations. En fait, un des joueurs jouait Razzle Dazzle qui est né à Chicago, donc qui a connu dans son background, qui a connu Bug City. Et en fait, ils sont allés dans les fondations et ils se sont réveillés. Razzle Dazzle était adolescente, ils étaient tous adolescents, ils étaient dans Chicago juste après l'explosion du CMAC. Et à découvrir Chicago, Bug City, à se balader dedans, etc. Et en fait, c'est un moyen de faire revenir des choses du PC de Run sans rejouer un V-module, quoi. Enfin, tu peux même à la limite rejouer un V-module sous forme d'une simulation dans les fondations. Alors, est-ce qu'il y a peut-être un mot de la fin, je sais pas, d'autres commentaires que vous avez ajoutés par rapport à la partie qui vous ont plu, pas plu, d'autres choses que ça vous a inspiré? Moi, dans l'ensemble, ça m'a plu pour une première partie en narration partagée. J'ai trouvé que cette session 3 était un peu moins axée là-dessus, d'ailleurs. Peut-être parce qu'il y avait un peu plus d'action et que
et que voilà quoi, c'était la dernière session, on avait un objectif. Ouais. Je me suis pas rendu compte, c'est pas conscient, mais c'est vrai qu'effectivement, je vous avais plus invité à la narration partagée dans les séances d'avant, effectivement. Mais du coup, ouais, j'ai bien aimé cette approche. Les règles simples d'Anarchy aussi, que j'avais lu et fait jouer, mais j'avais pas joué en tant que joueur. Je trouve que ça marche plutôt bien, ouais. Même si au départ, c'est un peu dur de penser justement à comment utiliser son anarchie, mais bon, ça c'est des points de détail et d'habitude, je pense. Ouais, ça c'est classique. En fait, finalement, Anarchy, c'est vraiment Shadowrun en simplifié, quoi. Donc, si tu veux les points d'anarchie dans Anarchy, aucun joueur de Shadowrun n'est réellement perdu. Attributs, compétences, c'est juste que là où t'es perdu, c'est qu'au lieu de dire, alors attends, dans le cas du Decker, je pose ma marque, je pose ma seconde marque, je trace location, tu dis, bon, allez, je le hack pour repérer sa location, sa position, et je fais un jet de dés. C'est là où il faut s'habituer à ça, un peu, à regrouper en macro-action. Moi, je décris souvent, en fait, que une scène d'intrusion dans Shadowrun 5 ou dans Shadowrun 6, tu pourrais la jouer à base de je m'approche discrètement du bâtiment, je regarde à travers la fenêtre si je vois quelque chose, et si je vois personne, je force la serrure. Et dans Shadowrun 5 et 6, tu vas dire discrétion, perception, locksmith, serrurerie. Dans Anarchy, tu vas dire bon, en fait, qu'est-ce qui est important ? Qui se fasse pas repérer ? Allez hop, j'ai discrétion, et puis après le reste, ça se déroulera comme sur des roulettes. C'est un peu ça qu'il faut habituer à macro. Mais à part ça, après, les points d'anarchie, comme c'est un méta-jeu, faut penser à les dépenser, c'est un coup à prendre. Mais en fait, c'est la même blague avec Atout dans Shadowrun 6. Hein. Généralement, les gens qui commencent à jouer Shadowrun 6 me disent tous ah ouais, mais en fait, il faut que j'arrive pas à penser à l'Atout. Ouais, mais là, tu fais pas la même chose avec les points d'anarchie, du coup. C'est plus facile, si tu veux, de dépenser de l'Atout. J'ai plus l'habitude de dépenser de l'Atout dans SR6. Parce que c'est dans des situations bien ciblées, tandis que là, tu peux l'utiliser pour faire n'importe quoi, en fait. Oui, ouais. Bah, en fait, il a. Alors, en termes de sémantique, on va dire, on va commencer. Ça y est, ça va ressembler à un podcast de la cellule. En termes de sémantique, si tu veux, de jeu, le point d'anarchie, il est bâtard. C'est-à-dire qu'en fait, il est là pour créer de la narration partagée. Donc, il a un rôle de narration partagée. Il a un rôle super mécanique de jeu pour récupérer des points de vie, pour avoir des machins. Il a des bonus basés pour les répliques, pour encourager le roleplay. Enfin, il est un peu partout et nulle part, en fait, quelque part. Et en plus, pour beaucoup de joueurs à Shadowrun, je pense que t'as eu cette impression, Elio, il s'empile sur les points de chance. Et en fait, généralement, quand tu joues à Anarchy, les gens ne savent pas très très bien. Ils disent attends, pour faire ça, là, je fais un point de chance ou je fais un point d'anarchie ? Ça se superpose. Et en fait, je me dit, en fait, peut-être qu'il aurait fallu tout regrouper dans une seule carac, mais en fait, c'est quand même très différent les points d'anarchie. Ça, tu peux pas dire, allez, tu peux pas dire à un joueur, en termes de façon de jouer, dépenser un point de chance pour rajouter un élément narratif, c'est pas pareil que de relancer les dés. Enfin, il y a un côté comme ça où ça marcherait pas très bien, quoi. Yes, je suis d'accord. Sinon, qu'est-ce que j'ai remarqué aussi mais ça c'est peut-être plus un choix de maîtrise, que les combats avaient été assez rapides et faciles. Alors, c'est très dur. Alors, bon, là, il y a un aspect, on jouait pour les finir, si tu veux. Il y avait déjà un aspect bêtement, fallait pas qu'on... Alors, attendez, tout le monde est encore là ? Ouais, ok. Parce que les caméras sont parties, mais c'est juste que ma connexion est sautée, mais vous êtes encore là. Ouais, fallait pas qu'on les passe. Enfin, je m'inquiétais un peu de ça. Après, c'est vrai qu'à Anarchy, ça va assez vite. C'est pas vraiment... t'es pas dans le crunch de Shadowrun 5 où ça peut durer des heures et des heures. Après, tu peux jouer plus dur. Alors, moi, j'ai des réflexions par rapport à ça. J'aimerais bien. En fait, je pense que je vais virer les armures à un moment à Anarchy. Je vais dire que les armures, ça retire genre 1 ou 2 points au dégâts et puis c'est tout. Parce qu'en fait, ce qui se passe à Anarchy, qui est un peu dommage, en fait, je trouve, c'est que le combat commence et en gros, le premier round, tout le monde nique l'armure de l'autre. Et après, le second round, tu te niques la gueule. Donc en fait, l'armure te fait gagner un round quelque part. Tu vois, voilà quoi. Donc tu sais que la première balle va pas te tuer. Mais voilà. Après, oui, du meilleur général, ça va quand même beaucoup plus vite. Mais là, effectivement, j'ai aussi un peu accéléré à base de refaire un second tour pour confirmer un outcome, une conclusion qui est évidente. Bon. Je suis d'accord, mais je remarquais juste la différence avec les parties de SR5 que j'ai pu faire, où au premier round, tu connais pas l'outcome. Ouais. Second round, tu peux être surpris de ce qui se passe. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais Shadowrun 5 est très tactique, hein, c'est ça aussi. Comme c'est un système très crunchy. Il y a beaucoup d'aspects au jeu et on avait vu un scénario qu'on avait fait, on avait pu tester, je crois que c'est toi Julien, on avait pu tester un des scénarios de Free Seattle que j'avais adapté, j'avais fait la partie Bretagne, j'avais adapté en Bretagne un des scénarios et en fait je me souviens de la scène sur la plage là, où en fait il y avait un magicien qui... Non, on avait lancé une grenade fumigène et puis ça a cassé toute l'histoire, quoi. En fait, artistique, le mec s'était mis loin pour
pour attaquer les PJ tranquilles. Et en fait, comme il y avait un écran de fumée entre lui et les PJ, il ne pouvait pas les voir. Donc, il ne pouvait pas lancer de sort. Et en fait, ça vous a fait gagner. Tactiquement, ça a renversé le combat à base de. Il aurait dû être extrêmement difficile à abattre. Mais en fait, à ce coup, il n'avait plus accès à rien. Donc, ses esprits vous attaquaient. Mais en fait, ça vous laissait que ses esprits. Alors qu'à l'inverse, effectivement, ça, c'est un aspect tactique du jeu. Enfin, on aurait pu l'imaginer en tant qu'ajout narratif à Anarchy. Par contre, là, ce qui était intéressant dans ce cas-là, c'est que c'est la mécanique des règles qui ont amené à ça. Oui, c'est ça. Mais en fait, oui, là, c'est juste une comparaison de système plus que de façon de mener, je pense. Ouais, et puis après, une autre note aussi, c'est que, là, spécialement parce qu'on sait qu'on l'a enregistré pour le diffuser en podcast, j'ai pas trop allongé les combats parce que c'est pas fun à écouter. Je sais que, les gens. Moi, j'ai écouté les podcasts sur Shadowrun 5 où quand tu écoutes 45 minutes de jeu d'initiative et de combat, t'écoutes plus, quoi. Ouais. Mais je te rejoins sur l'armure d'Anarchy, qui sont faits des points de vue supplémentaires. Très clairement, dans la mécanique actuelle, c'est vrai que ce serait intéressant d'avoir de l'encaisse automatique plutôt que des points de vue supplémentaires. Et pour revenir sur ce que tu disais, Elio, en fait, oui, t'as pas, c'est plus rapide, mais déjà, t'as pas ce jet d'encaisse, en fait. Donc, implicitement, t'as un jet de moins, t'as un calcul en moins également, et t'attaques vachement plus vite les moniteurs. Donc, en effet, c'est beaucoup plus rapide. Et en plus, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, je trouve qu'Anarchy marche très bien pour le côté Pink Mohawk de Shadowrun. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, dans Shadowrun, t'as un peu deux tendances. T'as le Pink Mohawk qui est très le troll qui débarque avec son canot supporter et qui pète tout. Et t'as la tendance très Black Trenchcoat, c'est-à-dire un peu roman noir, un peu les vieux romans de Jed Findlay, avec vraiment où la vie est noire, la vie va mal, et à la fin t'es quand même niqué, quoi. T'es comme un héros de Lovecraft, ça finit mal. Et c'est vrai que moi, j'aimerais bien arriver à tuner Anarchy pour lui donner des mécaniques de noir, en fait. C'est-à-dire donner des mécaniques qui fassent que tu te prends une balle au premier round, peut-être que tu la prends en pleine tête, et entre guillemets t'es mort, ou alors t'as une blessure grave, il n'y a pas « Ah mais c'est bon, je me prends une balle sans j'ai l'armure ». C'est ça qui me dérange beaucoup dans les mécaniques de jeu de rôle où les dégâts sont trop facilement évitables. C'est qu'en fait, tu as un phénomène de temps que tu te dis, en fait, comme mon personnage il va encaisser, je vais foncer sur lui. Oui, non, mais d'accord, mais dans la vraie vie ou dans un roman noir, si un mec te tire à la mitrailleuse dessus, tu fonces pas vers lui, quoi. Tu sais pas que tu vas encaisser, tu sais pas que la mur va tenir, et tu fonces pas vers lui, quoi. Donc, c'est ça que j'aimerais bien trouver. Et je trouve que là, c'est vraiment, ça crée cet effet-là. Alors, après, heureusement, les joueurs sont intelligents, vous foncez pas sur des mecs qui votent dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que avoir cette espèce d'auto-encaisse au premier round, finalement, ça délaye la résolution plus qu'autre chose, quoi. Ouais, après, c'est à voir, hein, parce que c'est aussi, je sais pas, comme je disais, le système qui veut ça, quoi. Donc, la manière dont t'as mené, j'ai l'impression que c'est un peu comme ça qu'Anarchy voudrait être mené. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas de prise de tête, pas trop de difficultés imprévues, dans le sens plein de règles et donc des jets de dés qu'on maîtrise pas, ou une règle qu'on avait oubliée, qu'on applique et on se rend pas compte qu'en fait elle décime tous les persos. Enfin, moi ça m'est arrivé, hein, ça, des trucs comme ça, quoi. D'un coup t'appliques la déflagration d'une grenade et t'en as 3 qui tombent, quoi. Ah, les grenades. Et du coup, j'ai l'impression que oui, Anarchy ne veut pas ça. Oui, en fait, Anarchy donne beaucoup de pouvoir au fait de ce qu'on appelle en anglais le hand-waving, c'est-à-dire, ok, ça, on va le gérer. En fait, typiquement, il n'y a pas de règle spécifique aux grenades dans Anarchy, donc ça sera au meneur de dire, attendez les mecs, là c'est bon, vous êtes au fond d'un trou, vous achetez une grenade, avec l'effet Chucky Salsa, comme on dit en anglais, tout le monde est knocked out, la grenade est sur les sangs, tout le monde se la prend, c'est fini, on va pas faire les dés, on va passer à autre chose, et on va avancer dans l'histoire. C'est effectivement un peu ça l'esprit d'Anarchy, de dire en fait, de se permettre de résoudre des complexités de règles des complexités d'univers et de règles par de la narration. Après, ça a quand même comme effet qu'il faut bien comprendre comment c'est supposé marcher dans le jeu, enfin dans l'univers. Moi, je trouve quand même que je suis vachement aidé parce que je connais bien comment ça marche dans Shadowrun en général depuis 3 éditions. Que si tu connais pas Shadowrun, comprendre ce que c'est qu'une barrière astrale, pourquoi une créature de duel peut passer à une barrière astrale, comprendre ce que c'est que, ce que physiquement ça veut dire que se prendre une attaque de ice dans la matrice avec du biofeedback. Il y a des éléments quand même, Anarchy est quand même conçu pour des gens qui connaissent Shadowrun, qui veulent y jouer de manière plus simple. Donner Anarchy à quelqu'un des intervenants, tu vas jouer à Shadowrun avec Anarchy, je pense que les parties vont être fun, hein. Mais par contre, il y a des moments où tu diras, attends, mais en fait, là c'est pas comme ça marche comme ça sur Shadowrun. Ça marche pas au top, c'est cool, hein, continuez, hein, mais ça marche pas comme ça du tout dans le jeu, quoi. Ce serait intéressant, justement, d'écouter ce genre de partie. Ensuite, sur le côté, c'est trop fait, entre guillemets, c'est plus facile, c'est trop facile avec les points d'Anarchy. Je vais pas plaider pour ma paroisse, parce que je risque d'avoir le retour de bâton sur notre partie, mais
Romain n'utilise pas ses points d'anarchie de maître. Effectivement. Surtout quand on a donné plein encore cette fois-ci. Je veux dire, en fait, sur mon fonderie, là, côté MJ, je crois que j'ai pas compté, j'ai 13 points d'anarchie. Ça, c'est c'est mon problème en général avec les systèmes méta. C'est qu'en fait, moi, je suis très immersif, donc j'aime bien être dans le jeu. Et tous les trucs de méta, c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec l'atout. Et alors, le pire truc que j'ai vu, c'est les règles de Star Trek. Là, le dernier jour de Star Trek est très très bien, mais il y a tout un truc de méta où tu es supposé te mettre en danger pour en fait accumuler des points de menace, de manière à récupérer des points bidules comme ça dans 2 scènes. Quand tu feras un humain, tu auras des points à dépenser pour ça. Et en fait, ça, c'est vraiment une logique ludique qui me perd complètement. Moi, quand je suis dans mon truc, je suis dans mon jeu. Je me dis pas du tout, quand je joue mes PNJ, genre, attends, est-ce que mon PNJ il va dépenser point d'anarchie? Je me dis, qu'est-ce qu'il sait faire? Et puis je me dis, comment mon chef de combat, MZT avec un katana, va se défendre? Et je réfléchis pas en méta. Là, c'est vraiment un défaut de moi en tant que joueur, quoi. Enfin, c'est juste que c'est pas mon truc le méta, quoi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres est-ce qu'il y a un mot de la fin? Est-ce qu'on peut essayer on a un peu parlé d'anarchie, on va essayer de revenir une dernière fois sur la Elite. Est-ce qu'il y a un dernier mot de la fin pour conclure? Moi, sur la Elite, que je ne connaissais pas par avoir lu un peu la promo sur la sortie de Black Books, ça donne envie d'aller visiter la ville. C'est assez cool, parce que c'est effectivement ça que j'aurais dû vous dire comme question de fin, c'est est-ce que vous avez envie de visiter l'Elite? Et alors, Enkidu et Julien, c'est pareil, vous avez envie d'aller voir la Elite en vrai? Mais moi, je l'ai à la maison, je l'ai lu en diagonale avec quelques chapitres, j'ai pas tout lu puisque j'ai pas le temps. Mais oui, clairement, si j'avais le temps, c'est un truc qui me plairait. Alors, je vais faire un commentaire là-dessus qui va être intéressant, c'est qu'en fait, la Elite se lit très bien par morceaux. Tu peux très bien poser le bouquin de base de la Elite. C'est ce que j'ai fait, j'ai pris un chapitre comme ça, un truc qui me plaisait, j'ai papillonné en fait. Ouais, mais ça se papillonne très bien, parce qu'en fait, c'est vraiment, tu peux te dire, ah tiens, cette semaine, je me fais un quartier. Ou tu peux dire, tiens, je vais aux toilettes, je prends mon la Elite, et puis je vais ouvrir une page au hasard, et puis je vais lire un lieu, une organisation, un PNJ, un type de personnage, une aventure. Enfin, c'est vraiment... c'est un truc qui est vraiment chouette dans la Elite, c'est l'organisation du bouquin, où vraiment chaque quartier est décrit, il y a une description générale du quartier. Après, tu as un lieu, une organisation, une menace, un monstre, un sort, une boutique. Enfin, c'est très très Capharnaüm comme approche, très bazar. C'est pas du tout comparé à Shadowrun qui aime bien le Shadows of Blah avec voici les quartiers, voilà les machins. Et c'est beaucoup moins structuré que ça. Ça va beaucoup plus en une direction. Et en fait, selon les quartiers, t'as pas les mêmes rubriques qui reviennent. T'as des rubriques qui n'ont pas des rubriques, il y a des quartiers qui ont des rubriques monstres, d'autres pas. Il y a des quartiers qui ont des rubriques menaces, d'autres pas, etc. Et donc ça peut être vraiment bien, et puis c'est assez fun à lire. Il y a un côté très méta jeu de rôle qui est rigolo à la Elite, où il y a un peu, ça se moque un peu du jeu de rôle et puis des poncifs du jeu de rôle médiéval fantastique. Enfin, moi, l'histoire que j'aime bien, c'est qu'il y a une des aventures dans un coin de la Elite où on vous dit ah oui, alors là les personnages se rendent compte qu'ils sont contrôlés à distance par des gens, il faut qu'ils découvrent un portail pour arriver à retrouver les mecs qui les manipulent et puis les tuer. Et en fait, tu comprends que les personnages vont dans notre monde pour trouver les joueurs qui les manipulent et les buter. Et qu'en fait, le scénario finit par les joueurs qui débarquent dans la pièce où la partie du jeu se passe et massacrent leurs joueurs. C'est des idées un peu farfelues comme ça qui sont assez marrantes. Il y a aussi, je vais spoiler un scénario de Denis Beck qui me fait bien marrer, où en fait, tu commences personnage niveau 1, t'es envoyé en haut d'une montagne par un mec pour faire un truc, tu dois attendre en haut d'une montagne, puis il y a un dragon qui arrive, puis qui te mange. Et puis tu fais de nouveaux personnages, et puis le scénario continue, puis après il y a une raison pour laquelle tu as fait cette ouverture. Et tu vois, des trucs un peu comme ça, un peu rigolo, de clin d'œil sur le côté parfois un peu absurde du jeu de rôle, quoi. Enkidu, t'as pas dit ton petit mot sur est-ce que tu as envie de visiter la Elite? Oui, et puis en plus, si vous avez peur de rester à Seattle pour vous faire dévorer par des ghouls, vous pouvez aller à la Elite, vous faire dévorer par d'autres choses. Ça serait un mot de la fin. C'est pas la peine de, tu peux te faire tuer par quelque chose ailleurs, quoi. Ça serait presque un titre de James Bond. You can always die somewhere. Allez. Bon, écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé. J'espère que ça fera marrer les gens qui auront écouté ça. Et puis, je suis quand même content qu'on ait tenu les délais parce que mine de rien, après, j'ai pas encore fait les mix de cette session, mais au moins on aura diffusé la première et la seconde dans les temps. Et voilà, écoutez, à très bientôt pour de nouvelles aventures sur un moyen, sur une Merci forme ou une beaucoup. autre. Avec plaisir. À plus. Allez, ciao. Merci, ouais. À plus.